J'ai acheté la maison de mes rêves en secret. C'était censé être mon sanctuaire, mon havre de paix, le symbole de mon indépendance durement gagnée. Mais j'ai vite découvert que ma propre famille avait fait une copie de ma clé, qu'ils s'étaient introduits chez moi pendant mon absence, et que lorsque j'ai changé la serrure, ils sont revenus avec un serrurier pour forcer la porte. Ils n'avaient pas l'intention de me demander la permission. Ils avaient l'intention de tout prendre. Cette histoire est celle de la façon dont j'ai dû transformer ma maison en forteresse et mon cœur en pierre pour survivre à ma propre famille. Avant de plonger dans les détails de cette trahison, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Maintenant, revenons à ce jour fatidique. Ce jour-là avait pourtant si bien commencé. En quittant mon travail à Lyon, je sentais une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Le soleil d'automne illuminait les vignobles du Beaujolais pendant que je conduisais vers ma nouvelle maison. Ma maison. Ces deux mots formaient une douce mélodie dans mon esprit. Des années d'économie, de sacrifices, de week-ends passés à travailler plutôt qu'à sortir, tout cela pour ce moment. Une petite maison en pierre avec des volets bleus qui semblaient sourire, un petit jardin qui n'attendait que mes mains pour s'épanouir. C'était plus que des murs et un toit, c'était la preuve tangible que moi, Amélie, j'existais par moi-même, et pas seulement en tant que la sœur de Chloé. J'avais été volontairement vague sur l'adresse avec ma famille, ne leur montrant que quelques photos. Je voulais m'approprier les lieux, sentir les parquets craquer sous mes propres pas, choisir la couleur des murs sans un commentaire passif-agressif, avant que leur jugement ne vienne tout gâcher. Je voulais, pour la première fois, un espace qui ne soit défini que par moi. Je savais par expérience que tout ce qui m'appartenait était inévitablement comparé à ce que possédait ma sœur aînée, et souvent jugé inférieur. Les bras chargés de courses, je me suis garée et j'ai poussé la porte, un sourire aux lèvres. C'est là que mon monde s'est effondré. Les sacs en papier m'ont glissé des doigts. Le bocal de sauce tomate s'est fracassé sur le carrelage blanc, une tache rouge sans s'étalant comme sur une scène de crime. Le bruit sourd a fait écho au silence soudain dans la pièce. Pendant un instant, je suis restée figée, le souffle coupé. Ma mère et ma sœur, Chloé, étaient dans mon salon. Chloé tenait un mètre ruban, mesurant l'espace de ce qui devait être mon bureau. Ma mère, elle, était en train de réarranger mon canapé et mon fauteuil dans une configuration que je détestais, une disposition impersonnelle qui criait « salle d'attente ». Leurs visages se sont tournés vers moi, d'abord surpris, puis empreints d'une assurance irritante, comme si j'étais l'intruse. « Amélie, tu es rentrée tôt », a dit ma mère. « On ne t'attendait pas avant 18 heures. » Ma voix était un murmure creux, à peine audible. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Ma mère a eu un geste dédaigneux de la main. « Oh, ne sois pas si dramatique. On regarde juste comment optimiser l'espace. »« Comment êtes-vous entrée ?» ai-je insisté, enjambant la flaque de sauce qui commençait à coller à mes chaussures. La réponse de ma mère a été le premier coup de poignard, asséné avec un naturel déconcertant. « J'ai fait faire un double de la clé hier », a-t-elle dit nonchalamment. Le souvenir de sa visite, surprise, de la veille m'est revenu en mémoire, sa demande d'utiliser les toilettes, son sac à main étrangement laissé sur la table. La réalité m'a frappé avec la force d'une gifle. « Tu as pris mes clés et tu en as fait une copie sans me le demander ?» Le tremblement dans ma voix était incontrôlable, une trahison de mon calme apparent. « Chérie, c'est juste une clé », a-t-elle ri. La famille, c'est fait pour s'entraider. Mais en voyant le mètre ruban de Chloé et le regard calculateur de ma mère, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'aide. C'était une invasion. Une prise de contrôle. Et le pire, c'est qu'elle ne voyait pas le problème. Pour elle, ce qui était à moi était naturellement à leur disposition. Mais cette fois, quelque chose en moi s'était brisé en même temps que ce bocal de sauce. Une limite avait été franchie. Et je sentais qu'elle ne faisait que commencer. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que moi aussi, je ne faisais que commencer. La colère a balayé le choc, laissant place à une clarté glaciale. Ce n'était pas une simple visite impromptue. C'était une annexion planifiée. Mon esprit, soudainement vif, a commencé à connecter les points. Faire quoi pour que ça marche, ai-je demandé, ma voix basse et tendue, gagnant en force à chaque syllabe. Faire marcher quoi,
Maman? Elle a évité mon regard, s'affairant sur un coussin. Eh bien, pour tout le monde. Pour la famille. Et soudain, j'ai compris. La réalisation m'a frappé non comme un éclair, mais comme une vague de nausée. Cette maison n'a jamais été pour moi. C'était une opportunité pour eux. Les souvenirs de mon enfance ont afflué, des images rapides et douloureuses qui expliquaient tout. Mon 11e anniversaire avec un gâteau de supermarché, parce que ce n'était pas dans le budget, 3 mois seulement après celui de Chloé, célébré avec un château gonflable et un magicien. Ses études en école de commerce privée payées intégralement par nos parents, tandis que je jonglais entre l'université publique, un job étudiant et le poids d'un prêt que je remboursais encore. Le schéma était clair, les besoins de Chloé étaient des nécessités, les miens des luxes. Et j'avais toujours accepté, pour préserver une paix familiale qui, je le réalisais maintenant, était une illusion construite sur mes sacrifices. J'ai affronté le regard de Chloé. Elle me défiait du regard, sans aucune trace de honte. « Tu ne penses pas sérieusement vivre ici toute seule » a-t-elle dit avec une fausse inquiétude. « Il y a 3 chambres. Mes enfants ont besoin d'espace. Tu le sais. Ta situation de logement n'est pas mon problème, ai-je rétorqué. Les mots sont sortis, froids, définitifs, et incroyablement libérateurs. Pour la première fois de ma vie, je ne cherchais pas à protéger ses sentiments, à adoucir les angles. Le visage de ma mère s'est décomposé en un masque de tragédie. Elle a porté une main à sa poitrine, un geste théâtral qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Après tout ce que nous avons fait pour toi. La famille s'entraide, Amélie. Les enfants de ta sœur ont besoin de chambre. Le poids familier de l'obligation a tenté de m'écraser. Mais le sol de ma maison, mon sol, semblait me donner une force nouvelle, un ancrage que je n'avais jamais ressenti. Le tremblement de mes mains a cessé. Mon corps tout entier s'est raidi de détermination. Ceci est ma maison, ai-je articulé, chaque mot pesé, chaque syllabe une pierre jetée contre leur mur d'arrogance. Pas la tienne. Pas la nôtre. La mienne. Je me suis approché de Chloé et lui et arraché le double de la clé des mains. Elle a eu un hoquet de surprise. Tu ne peux pas nous mettre dehors, a murmuré ma mère, ses yeux s'écarquillant d'une incrédulité sincère. Dans son monde, un tel acte de rébellion de ma part était impensable. Oh, si, je peux, ai-je répondu, en pointant la porte du doigt, mon bras tendu et stable. Vous avez exactement 2 minutes pour partir avant que j'appelle la gendarmerie pour violation de propriété privée. Tu n'oserais pas, a sifflé ma mère, son ton devenant menaçant. 1 minute et 50 secondes, ai-je dit froidement, en la fixant droit dans les yeux. Après un silence chargé de fureur, elles ont attrapé leurs affaires, marmonnant des insultes. Tu détruis cette famille, a lancé Chloé. Ma mère a claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Aussitôt, j'ai verrouillé la porte et tourné le pendormant. Le clic a été le plus doux des sons. Je me suis appuyé contre la porte, le cœur battant la chamade, l'adrénaline parcourant mes veines. Je venais de déclarer la guerre. Mais pour la première fois, je me sentais prête à me battre. Ce qu'elles ne comprenaient pas, c'est qu'elles n'attaquaient pas seulement moi, elles attaquaient la seule chose qui m'avait jamais vraiment appartenu. Et j'ignorais encore à quel point cette bataille allait devenir sale et cruelle. Le silence qui a suivi leur départ était assourdissant. Je me suis mise à genoux pour nettoyer la sauce tomate, chaque geste visant à effacer la souillure de leur présence. Le nettoyage est devenu une sorte de rituel, une façon de reprendre physiquement possession de mon espace. 20 minutes plus tard, le téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai respiré profondément avant de répondre. Je n'ai pas eu le temps de parler. Sa voix a explosé, une vague de fureur brute. Mais qu'est-ce que tu crois faire? Ta mère est en larmes. Tu déchires cette famille avec ton égoïsme. Je suis restée silencieuse, l'éponge à la main, écoutant le torrent de reproches. Chloé a besoin d'aide, Amélie. C'est ce que fait une famille. Tu as toujours été raisonnable. Raisonnable. Pour eux, ce mot signifiait obéissante, malléable. Pas cette fois. Ce n'est plus le cas, ai-je murmuré, mais ma voix a été noyée par ses cris. J'ai raccroché, le silence encore plus lourd qu'avant. Mon regard s'est posé sur la seule photo que j'avais déballée, un portrait de famille.
Lentement, délibérément, je l'ai retourné, face contre la cheminée. Les jours suivants ont été faussement calmes. Un silence radio qui m'a rendue nerveuse. J'ai commencé à espérer, stupidement, qu'ils avaient compris. Le coup de grâce est arrivé 3 jours plus tard, un matin, alors que je savourais un café. Une notification Facebook. Chloé m'avait identifié dans une publication. Ce n'était pas une photo récente. Elle datait de 3 semaines. Avant même que je signe l'acte de vente. On y voyait ses enfants entassés dans leur chambre. La légende, bientôt plus d'espace pour mes amours. La famille passe avant tout. #béni. Mon pouce a tremblé en faisant défiler les commentaires. Une amie de Chloé avait demandé, alors, quelle chambre aura la petite Ellie? La réponse de Chloé m'a glacé le sang jusqu'aux os. Celle avec la fenêtre en saillie, la bleue. Jacques et Tyler partageront celle d'en face. Maman pense que la 3e chambre devrait rester une chambre d'amis. Ma tasse de café m'a glissé des doigts et s'est brisée sur le sol. Le liquide chaud s'est répandu sur mes pieds, mais je n'ai rien senti. Ils avaient distribué les pièces de ma maison avant même qu'elles ne soient à moi. C'était calculé. Prémédité. Stratégique. J'ai couru aux toilettes, l'estomac retourné par l'ampleur de la trahison. Alors que je me rinçais la bouche, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père. Mais il s'était trompé. Dans sa précipitation ou son incompétence technologique, il m'avait accidentellement incluse dans un message de groupe destiné à ma mère et à Chloé. Le message, écrit par ma mère, disait « Ne vous inquiétez pas pour la crise d'Amélie. Laissez-la bouder un peu. Une fois que vous serez installés, elle cédera. Elle cède toujours. » Je me suis laissé glisser le long du mur froid de la salle de bain, mon corps entier secoué de tremblements incontrôlables. Elle cède toujours. Ces 3 mots étaient le résumé de ma vie. La prophétie qu'ils attendaient que je réalise. C'est à ce moment précis que la peur et le chagrin se sont transformés en une rage froide. J'ai compris que ce n'était pas une dispute. C'était une bataille pour mon âme. Je ne sais pas pour vous, mais quand on vous pousse à bout comme ça, il y a 2 options, s'effondrer ou se battre. Si vous aviez été à ma place, en lisant ce message, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous décroché le téléphone pour crier, ou auriez-vous commencé à planifier votre défense en silence? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir. Après la révélation du complot, j'ai passé 2 jours dans un état de détermination froide. Le silence avait été rompu de la manière la plus brutale qui soit, et je savais maintenant à quoi m'attendre. L'invitation au dîner est arrivée par SMS de mon père, nous devons trouver une solution. Ta mère prépare un rôti. Viens à 19h. Le ton était autoritaire, ne laissant aucune place à la discussion. Chaque instinct me hurlait de refuser, de bloquer leur numéro, de construire un mur autour de ma vie. Mais une partie de moi, faible et pleine d'un espoir stupide, voulait y croire, voulait leur donner une dernière chance de se comporter comme une vraie famille. Dès mon arrivée, j'ai su mon erreur. L'atmosphère était lourde, électrique. La table était dressée avec la porcelaine des grandes occasions, comme pour une célébration. Eux 3 étaient assis d'un côté, un front uni, une équipe. De l'autre, une seule chaise vide m'attendait, me désignant comme l'adversaire. C'était un tribunal, pas une réunion de famille. Amélie, a dit ma mère avec un sourire tendu, nous sommes contents que tu sois venue. Mon père n'a pas perdu de temps en politesse. Il a poussé un dossier vers moi. Nous avons trouvé la solution parfaite. J'ai ouvert le dossier avec une appréhension grandissante. À l'intérieur, des annonces pour de grandes maisons de 5 chambres, toutes situées à moins de 3 km de l'école des enfants de Chloé. Chaque annonce était annotée de la main de ma mère, salle de jeu parfaite, grand jardin pour les enfants. Elles sont très belles, ai-je dit prudemment. Pour Chloé et Julien? Mon père a pris son air sérieux d'antan, celui qu'il utilisait pour me sermonner. Pour vous tous, ensemble. Ma mère a enchaîné, son ton mielleux cachant à peine l'acier de sa volonté. Nous avons déjà parlé à ta banque. Transférer ton prêt immobilier sur une autre propriété est assez simple. La différence de prix serait gérable si tout le monde contribue. Le monde s'est mis à tourner. Vous avez contacté ma banque, ai-je demandé, ma voix un fil.
Juste des discussions préliminaires, a-t-elle balayé d'un revers de main, comme si violer ma vie privée était une simple formalité. Chloé a ajouté, excitée, bien sûr, tes meubles ne rentreront pas tous. Mais on pourrait vendre le surplus. Il faut de la place pour les lits superposés. À ce moment, Julien, son mari, est entré, apportant avec lui une nouvelle vague d'arrogance. J'ai réfléchi aux places de garage. Le côté gauche serait mieux pour mon camion si ça ne dérange pas Amélie de se garer dans la rue. Je suis restée sans voix, pétrifiée par leur audace à planifier ma vie, à disposer de mes biens, de mon argent, de mon avenir, comme si je n'étais qu'une pièce sur leur échiquier. Mes mains se sont crispées en poings sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Mon père a senti la tension. Sa voix s'est faite plus grave. Amélie, refuser d'aider ta sœur montrerait que tu ne te soucies pas de cette famille. Pense à tes nièces et à ton neveu, a ajouté ma mère, jouant la carte de la culpabilité. Que penseraient les gens, a conclu Chloé, la menace à peine voilée. Le chantage, la manipulation, la culpabilité. Tout leur arsenal était déployé. Ils attendaient ma capitulation. Le scénario habituel, Amélie proteste, la famille fait pression, Amélie cède. Elle cède toujours. Mais leur propre message résonnait dans ma tête. Non. Pas cette fois. J'ai posé mes mains bien en évidence sur la table. Je les ai regardés dans les yeux, un par un. Absolument pas, ai-je dit calmement, ma voix ne tremblant pas. Je me suis levée, ma chaise grinçant sur le sol. Cette conversation est terminée. J'ai marché vers la porte, ignorant leurs ordres de revenir et d'être raisonnable. Dans ma voiture, j'ai coupé mon téléphone qui vibrait de fureur. En rentrant chez moi, je savais que tenir bon valait la peine. La question n'était pas de savoir si je pouvais me permettre de les perdre. La vraie question était, pouvais-je me permettre de ne pas le faire? Mon refus a transformé une guerre froide en une guerre totale et publique. Puisqu'ils ne pouvaient pas me contrôler en privé, ils ont décidé de m'anéantir publiquement. La première salve a été tirée sur Facebook, le champ de bataille moderne des drames familiaux. Chloé a posté une photo de ses enfants entassés sur un canapé lit, leur visage arrangé en moue de martyr. La légende était un chef-d'œuvre de manipulation, quand l'abandon familial signifie que vos enfants n'ont pas de vraie chambre. Hashtag la famille avant tout, hashtag sauf si on est égoïste apparemment. Mon estomac s'est noué en lisant les commentaires. Des gens que je connaissais depuis toujours, des amis de mes parents, des voisins, tous offraient leur sympathie et leur prière à la pauvre Chloé. Quel courage, si seulement certaines personnes se souvenaient d'où elles viennent. 3 dames de la paroisse de ma mère ont promis de venir me parler des valeurs familiales chrétiennes. Que pouvais-je répondre? La vérité était complexe, leur mensonge simple et puissant. Me défendre n'aurait fait que jeter de l'huile sur le feu, me faisant passer pour encore plus méchante et insensible. La campagne de diffamation s'est étendue au-delà des réseaux sociaux, s'infiltrant dans ma vie réelle comme un poison. J'ai reçu un SMS de Madame Girard, mon ancienne institutrice. Ta mère m'a montré les photos de ta belle maison. Tellement d'espace pour une seule personne. J'ai élevé 4 enfants dans la moitié de ça. J'ai posé le téléphone, serrant le bord de la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La trahison venait surtout de ma mère, le général de cette armée, qui armait les gens contre moi avec des photos de ma propre maison, assorties de légendes sur le succès qui monte à la tête et oublier d'où l'on vient. Le lendemain, la sonnette a retenti, me faisant sursauter. C'était le père Martin, le curé de la paroisse de mes parents, sa Bible sous le bras. Une attaque coordonnée. J'ai refusé d'ouvrir. Je suis désolée, je ne suis pas disponible, ai-je appelé à travers la porte, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Sa voix grave m'est parvenue, pleine de reproches. Amélie, je te connais depuis le catéchisme. Ta famille est inquiète, et en tant que ton conseiller spirituel. Je n'ai pas demandé de conseil spirituel, l'ai-je interrompu. S'il vous plaît, respectez ma vie privée. Après un long soupir, ses pas se sont éloignés. Assise à ma table de cuisine, j'ai fait la liste de leurs attaques, la clé copiée, le dîner piège, les mensonges sur Facebook, la mobilisation de la communauté. Ils n'essayaient pas de me convaincre. Ils essayaient de me briser, de m'isoler jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que de me rendre.
L'estocade est venue par la poste, ou plutôt, par son absence. Mon relevé de compte hypothécaire n'arrivait pas nerveuse, j'ai appelé la banque. Nous l'avons envoyé à votre nouvelle adresse de correspondance, madame, m'a dit la conseillère. Quelle nouvelle adresse, ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre. Celle de vos parents. Ils nous ont contactés la semaine dernière en disant que vous aviez des problèmes avec votre boîte aux lettres et qu'ils seraient plus sûrs de faire suivre vos documents financiers chez eux. La violation m'a laissé sans voix. C'était une fraude. Ils avaient essayé de prendre le contrôle de mes finances, de m'aveugler sur ma propre situation. Si je n'avais pas été vigilante, les conséquences auraient pu être désastreuses. Cette nuit-là, le sommeil était impossible. Ma maison, mon sanctuaire, était devenue une prison où j'étais assiégée. J'ai compris que je devais anticiper, me protéger d'une manière qu'ils ne verraient pas venir. La peur était toujours là, mais elle était maintenant accompagnée d'une détermination froide comme l'acier. La tentative de détourner mon courrier a été un électrochoc. Je suis passé en mode défense active. J'ai changé tous mes mots de passe, mis en place des alertes de sécurité sur tous mes comptes, et fait réexpédier mon courrier professionnel directement à mon bureau, éliminant ainsi ma boîte aux lettres comme point de vulnérabilité. Je pensais avoir une longueur d'avance. Je me trompais lourdement. Un mardi soir, alors que je travaillais tard depuis chez moi sur un dossier important, tout s'est éteint. L'ordinateur, la lampe, la maison entière a été plongée dans une obscurité et un silence total. Mon premier réflexe a été l'agacement. Une panne de courant. Mais en regardant par la fenêtre, j'ai vu que les lumières de mes voisins brillaient. La panne n'était que chez moi. Un frisson désagréable m'a parcouru. J'ai appelé la compagnie d'électricité. Après une longue attente, un conseiller m'a expliqué la situation. Il n'y a pas de panne dans votre secteur, madame. Cependant, je vois une note dans votre dossier. Nous avons reçu un appel cet après-midi pour demander la résiliation de votre contrat à cette adresse. Le sang s'est glacé dans mes veines. Quoi? Qui a appelé? Une dame s'est présentée comme étant vous, madame Amélie Durand. Elle a dit que vous déménagiez de manière inattendue et que le service devait être coupé dès que possible. C'était la voix de ma mère. J'en étais sûre. J'ai fermé les yeux, essayant de respirer. Ils avaient essayé de rendre ma maison inhabitable pour me forcer à partir, à chercher refuge chez eux, où ils pourraient me contrôler. La cruauté de cet acte était si calculée qu'elle dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais pourquoi l'avez-vous fait? Je n'ai jamais appelé, ai-je balbutié, la panique montant dans ma voix. Eh bien, a poursuivi le conseiller, c'est là que ça devient intéressant. La personne au téléphone n'a pas pu répondre correctement aux questions de sécurité. Elle ne connaissait pas votre date de naissance complète et n'avait pas les derniers chiffres de votre compte bancaire. Notre agent a trouvé cela suspect et a donc mis la demande en attente au lieu de la traiter immédiatement. La coupure est une erreur système due à ce dossier en attente. Je suis vraiment désolé. J'ai failli pleurer de soulagement. Un employé anonyme, quelque part, en suivant simplement le protocole, avait déjoué leur plan. Il a promis de rétablir le courant dans l'heure et a ajouté une note de sécurité renforcée à mon dossier, avec un mot de passe que moi seul connaîtrais. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le noir, le téléphone serré dans ma main. La peur était là, bien sûr. Une peur viscérale. Mais elle était submergée par une colère pure, incandescente. Ce n'était plus une question de maison. C'était une campagne de destruction. Ils voulaient détruire ma paix, ma stabilité, ma santé mentale, jusqu'à ce que je revienne en rampant. Quand la lumière est revenue 1 heure plus tard, le « clic » du disjoncteur a été comme un coup de feu de départ. Fini la défense. Fini la réaction. Il était temps de contre-attaquer. J'ai passé le reste de la nuit à chercher des entreprises de sécurité. Le lendemain matin, à la 1re heure, j'ai pris rendez-vous pour faire installer un système complet de caméras et d'alarmes. Ma maison allait devenir une forteresse. Et j'allais rassembler un arsenal de preuves qui les ferait regretter d'avoir jamais sous-estimé la fille, raisonnable. Le sabotage avait échoué, mais il avait réussi à une chose, il avait tué la dernière parcelle d'hésitation en moi. L'attente de l'installation du système de sécurité a été angoissante.
Chaque bruit me faisait sursauter, chaque ombre semblait menaçante. Pendant ces 2 jours, j'ai agi sur un autre front. J'ai appelé mon ami d'université, Thomas, qui était devenu un avocat spécialisé dans le droit de la famille. Je lui ai tout raconté, de la clé copiée à la tentative de coupure d'électricité. Sa réaction est passée de l'incrédulité à une colère froide et professionnelle. Amélie, m'a-t-il dit d'une voix grave, ce n'est plus un drame familial. Ce sont des actes de harcèlement, de fraude et de tentative de violation de propriété. Nous devons tout documenter, absolument tout. Ces mots m'ont validé. Je n'étais pas folle. Je n'exagérais pas. J'étais victime d'un abus. Sur ses conseils, j'ai créé un dossier sur mon ordinateur. J'ai compilé les captures d'écran des publications de Chloé sur Facebook, l'enregistrement de l'appel de mon père, les comptes rendus détaillés de mes appels à la banque et à la compagnie d'électricité. Lentement, méthodiquement, je construisais mon dossier, brique par brique. Ce processus a transformé ma peur en action productive. Le jour de l'installation, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Voir ma maison se transformer en forteresse était déchirant, mais chaque caméra était une promesse de paix. Ce soir-là, pour la première fois, je me suis sentie en sécurité, capable de surveiller chaque recoin de ma propriété depuis mon téléphone. Cette nouvelle sécurité a été mise à l'épreuve très rapidement. Le lendemain soir, en rentrant, j'ai vu le SUV de Chloé garé au bout de ma rue. Mon cœur a fait un bond. Je me suis garée plus loin et j'ai ouvert l'application de sécurité. Et là, je l'ai vue. Elle n'était pas seule. Elle était avec ma voisine, Madame Dubois, connue pour sa curiosité et ses commérages. Elle se tenait sur le trottoir, et Chloé lui parlait avec animation, pointant ma maison du doigt, le visage empreint d'une fausse tristesse. Elle était en train de retourner mes voisins contre moi, de m'isoler encore plus. Une rage froide m'a envahi. J'ai activé le haut-parleur de la caméra de la porte d'entrée. Ma voix, claire et métallique, a retenti dans la rue silencieuse. Chloé. Madame Dubois. Je vous vois. Elles ont sursauté, cherchant la source du son. Le visage de Chloé est passé de la fausse tristesse à la panique. Madame Dubois avait l'air d'un cerf pris dans les phares. Chloé, ai-je continué, ma voix toujours calme et contrôlée, tu es en train de commettre un acte de harcèlement, j'ai un témoin, et tout est enregistré. Je te suggère de remonter dans ta voiture et de rentrer chez toi immédiatement. Sans un mot, Chloé a tourné les talons et s'est enfuie vers sa voiture, laissant une Madame Dubois abasourdie. J'ai regardé le SUV s'éloigner en trombe. Ce n'était pas une grande victoire. Ce n'était pas la fin de la guerre. Mais pour la première fois, je n'avais pas subi. J'avais riposté. J'avais utilisé leur propre tactique de surprise contre eux. En rentrant chez moi quelques minutes plus tard, j'ai activé l'alarme avec un sentiment nouveau. La forteresse était opérationnelle. Et ses murs n'étaient pas seulement faits de pierre et de technologie, mais aussi de ma propre résolution. Mais une question subsistait, maintenant qu'ils savaient que j'étais protégée, quelle serait leur prochaine escalade? Car je savais, avec une certitude absolue, qu'il y en aurait une. La confrontation via la caméra a marqué un tournant. J'ai eu quelques jours de silence menaçant, le calme avant une tempête encore plus violente. L'attaque suivante est venue là où je m'y attendais le moins, mon lieu de travail, mon sanctuaire professionnel. J'étais en pleine réunion de brainstorming à Lyon quand la réceptionniste m'a appelé, sa voix tendue. « Amélie, peux-tu venir à l'accueil ? C'est une urgence familiale. » Une boule de glace s'est formée dans mon estomac. Urgence familiale. Dans leur bouche, ces mots ne pouvaient signifier qu'une manipulation. Là, ils étaient. Mon père et ma mère, debout devant le bureau de la réceptionniste, l'air paniqué. Ma mère tenait un mouchoir sur ses yeux, sec, ai-je noté. « Il faut qu'elle vienne », a dit mon père d'une voix forte. Sa mère a fait un malaise, elle est à l'hôpital et la réclame. Le mensonge était si énorme, si cruel, que pendant une seconde, j'y ai presque cru. La peur m'a saisi la gorge. Mais j'ai croisé le regard de ma mère. Il n'y avait pas de douleur, juste de l'impatience. À cet instant, mon téléphone a vibré. Une notification Instagram de Chloé, une photo d'elle et de ma mère, souriante, dans un café, postée il y a 5 minutes.
Ils avaient utilisé ma plus grande peur comme une arme pour me mettre dans une position vulnérable. Mon boss, Madame Leclerc, est arrivée à mes côtés, alertée par l'agitation. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo. Puis, d'une voix forte et claire qui résonnait dans le hall, j'ai annoncé « Mes parents semblent mentir au sujet d'une urgence médicale pour perturber ma journée de travail et créer une scène. » Le silence a été assourdissant. L'humiliation a remplacé le faux chagrin sur le visage de ma mère. Madame Leclerc, une femme formidable, a fait un signe discret à la sécurité. Mes parents ont été escortés dehors, marmonnant des menaces. Ce soir-là, j'ai découvert leur dernière bassesse, une page GoFundMe créée par Chloé. Le titre, Aider mes enfants à avoir un foyer. La photo principale était la mienne, souriante. Le texte était un tissu de mensonges sur une tante riche et égoïste qui refusait d'aider sa sœur dans le besoin. Cette fois, je n'ai pas pleuré. J'ai agi. J'ai contacté le service juridique de GoFundMe pour utilisation non autorisée de mon image et fraude. Le lendemain matin, la page avait disparu. La réponse n'a pas tardé. Un message vocal de mon père, étranglé par la rage. Espèce de petite ingrate. Tu ne sais pas ce que tu as fait? Tout était planifié. Le plan était parfait. On allait emménager, que ça te plaise ou non. Et maintenant, tu as humilié ta mère devant. Il s'est interrompu, réalisant son erreur. J'ai sauvegardé l'enregistrement avec un sourire sinistre. Ce n'était plus ma parole contre la leur. C'était une confession. La munition dont j'avais besoin pour mettre fin à cette guerre. Ils avaient joué toutes leurs cartes, l'invasion, la manipulation, la diffamation, le sabotage, le chantage émotionnel. Maintenant, c'était à mon tour de jouer la mienne. La confession de mon père a tout changé. Ce n'était plus une dispute, mais une affaire claire avec une victime et des agresseurs. Et j'avais la preuve. Le lendemain, une offre d'emploi a circulé au bureau, un poste de direction dans notre filiale de Nice. Le Sud. Le soleil. 800 kilomètres de ma famille. C'était une porte de sortie, une chance de repartir à zéro. J'ai postulé. Une semaine plus tard, après plusieurs entretiens, j'ai reçu l'offre. Le poste était à moi. Mais avant de partir, je devais leur faire savoir pourquoi. Je ne voulais pas fuir, je voulais qu'ils sachent que j'avais gagné, non pas en criant, mais en étant plus intelligente. J'ai appelé ma mère. J'aimerais que tu passes demain. Il faut qu'on parle. Elle a sûrement cru que j'allais céder. Elle est arrivée le lendemain, souriante, avec une tarte aux pommes, le dessert préféré de Chloé, pas le mien, un détail qu'elle avait toujours ignoré. Elle a commencé son discours répété sur un « nouveau compromis » qui n'était qu'une version à peine modifiée du plan initial. Je l'ai laissé parler. Quand elle a fini, je suis allé chercher mon propre dossier, bien plus épais que le sien. Je l'ai posé sur la table. Voici mon compromis, ai-je dit. J'ai sorti les preuves, une par une, les étalant sur l'îlot de cuisine. Les finances. Les relevés bancaires de mes loyers à côté des preuves du financement total de l'éducation de Chloé. Son visage s'est durci. Ça t'a forgé le caractère. Continuons, ai-je dit. Les dépenses d'anniversaire. Des milliers d'euros pour Chloé, le minimum pour moi. Les événements récents. Les captures d'écran, les comptes rendus de mes appels à la banque et à la compagnie d'électricité. La diffamation et la fraude. Elle a reculé d'un pas, comme si les papiers la brûlaient. Et pour finir, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai appuyé sur « Play ». La voix de mon père, hurlant sa confession, a rempli la cuisine. Ma mère est devenue livide, ses yeux remplis non pas de remords, mais de fureur d'avoir été prise. Je ne m'enfuis pas, maman, ai-je dit, ma voix calme et posée. Je cours vers quelque chose de mieux. J'ai accepté un nouveau poste à Nice. La maison est mise en vente lundi. Je pars le mois prochain. Le silence est tombé, lourd et définitif. Ton père va être furieux, a-t-elle finalement murmuré. Mais il y avait une nouvelle note dans sa voix. De l'incertitude. Peut-être même une pointe de peur. Je compte bien là-dessus, ai-je répondu. Elle est partie sans sa tarte. En la regardant s'éloigner,
je n'ai ressenti ni triomphe, ni tristesse. Juste le calme immense et profond qui suit la fin d'une longue, longue tempête. L'acte final allait se jouer, mais je savais déjà comment il se terminerait. L'invitation au sommet de crise familiale est arrivée 2 jours plus tard. Ils jouaient leur dernière carte, le tribunal de l'opinion familiale, en convoquant tout le clan chez eux. L'objectif, m'humilier publiquement pour me forcer à céder. En conduisant vers leur maison ce dimanche après-midi, je n'avais pas peur. J'étais tendu, comme un soldat avant la bataille finale. Mon dossier de preuves, dont j'avais fait plusieurs copies, était mon arme. Quand je suis entré, le silence s'est fait. Ils étaient tous là, en demi-cercle, un jury. Au centre, mes parents et Chloé, un front uni de fausse solennité. Mon père s'est levé avec un sourire paternaliste. « Ah, Amélie, te voilà. Nous allions justement expliquer notre solution. » Inutile, l'ai-je coupé, ma voix portant clairement dans la pièce. C'est moi qui ai une annonce à faire. Je me suis avancé et j'ai posé l'annonce à vendre de ma maison sur la table basse. Ma maison est sur le marché depuis ce matin, ai-je annoncé. Et j'ai accepté un poste à Nice. Je déménage le mois prochain. Le cri de Chloé a brisé le silence. Mais et nous? Où va-t-on aller? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Au même endroit où vous seriez si vous n'aviez pas essayé de prendre ce qui est à moi. Mon père s'est levé, rouge de colère. C'est comme ça que tu abandonnes ta famille, après tout ce que nous avons fait pour toi? C'était le signal. Tout ce que vous avez fait, ai-je répété, en distribuant les copies de mon dossier à ma grand-mère, mes tantes et oncles. Tenez. Laissez-moi vous montrer ce que vous avez vraiment fait. Des règles différentes pour des filles différentes. Un soutien différent, des attentes différentes. Des murmures ont parcouru la pièce. Ma tante Suzanne a halté, ses yeux rivés sur les papiers. Vous lui avez fait payer un loyer? Ça forge le caractère, a aboyé mon père, mais son assurance vacillait. Oh, mais ce n'est pas tout, ai-je continué, ma voix s'élevant. Vous devriez voir les enregistrements de sécurité, les entendre se faire passer pour moi auprès de ma banque, voir la page GoFundMe frauduleuse. Et le meilleur pour la fin. J'ai sorti mon téléphone et diffusé le message vocal de mon père. Sa voix furieuse, avouant tout le complot, a rempli le salon. Quand l'enregistrement s'est terminé, personne n'a bougé. Ma grand-mère avait la main sur la bouche, les yeux en larmes. « Est-ce que, tout cela est vrai ?» a-t-elle demandé. Leur silence a été leur confession. Le mythe de la famille parfaite était en miettes sur le tapis du salon. Je n'ai pas attendu la suite. J'ai dit ce que j'avais à dire, ai-je déclaré. Pour ceux qui veulent rester dans ma vie, vous savez où me trouver. Mes nouvelles limites sont non négociables. En partant, j'ai croisé le regard vide de ma mère. Elle réalisait enfin ce qu'elle avait perdu. Pas une maison. Sa fille. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Ma tante. Mon cousin. Ma grand-mère. Des messages de soutien. Leur façade s'était effondrée. Mon combat était terminé. J'avais gagné. La victoire, ai-je découvert, a un goût de soulagement teinté de fatigue et de tristesse. En quittant la maison de mes parents ce jour-là, je n'ai pas ressenti d'euphorie, mais le poids de ce qui avait été irrémédiablement brisé. Une ère de ma vie venait de se terminer, et les fins, même les plus nécessaires, sont rarement joyeuses. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités bienvenues, un baume sur mes émotions à vif. Mon agent immobilier a été un ange gardien. La maison, ma petite maison de rêve, a suscité un intérêt immédiat. 2 jours seulement après sa mise sur le marché, j'ai reçu une offre. Une offre en espèces, 20 000 € au-dessus du prix demandé, avec une clôture de la vente en 30 jours, par un couple de jeunes retraités qui cherchaient, comme moi, la paix de la campagne. Je l'accepte, ai-je dit au téléphone, sans la moindre hésitation. Chaque étape qui me rapprochait de mon départ était un pas vers la guérison. Emballer mes affaires était une expérience étrange. Chaque objet que je prenais dans mes mains semblait lié à un souvenir, à une version de moi-même que je laissais derrière. Je me suis surprise à trier non seulement mes biens, mais aussi mon passé,
remplissant plusieurs cartons pour des associations caritatives, me débarrassant non seulement du superflu, mais aussi du poids des attentes et des souvenirs douloureux. Un soir, ma collègue et amie Sophie est passée avec des pizzas. Assise par terre au milieu des cartons, elle m'a demandé, « Tu n'es pas triste de la vendre ? Après tout ce que tu as fait pour l'avoir. » J'ai réfléchi. Je suis triste de ce qu'elle aurait pu être. Mais cette maison n'est plus un rêve, c'est un champ de bataille. Mon nouveau rêve, ce n'est plus un lieu. C'est un sentiment, la paix. Mes parents et Chloé sont restés silencieux. J'ai appris par ma tante qu'ils avaient essayé, en vain, de faire pression sur mon cousin Thomas pour qu'il héberge Chloé. Le cycle de manipulation cherchait une nouvelle victime, mais leur pouvoir au sein de la famille était brisé. Le jour de la signature chez le notaire, j'étais calme. En remettant les clés, la nouvelle propriétaire m'a dit avec un sourire, « Nous espérons être aussi heureux ici que vous l'avez été. » Je vous le souhaite, ai-je répondu sincèrement, espérant que la maison deviendrait enfin le sanctuaire qu'elle était censée être pour quelqu'un d'autre. Mon dernier soir à Lyon, Sophie a organisé un petit pot de départ. La chaleur de ses amis qui ne me devaient rien contrastait si fort avec la froideur de ma propre famille. Le cadeau de Sophie était un carnet en cuir avec une note, pour toutes les nouvelles histoires que tu vas écrire. Page blanche. Nouvelle vie. Les larmes me sont montées aux yeux. Le lendemain matin, j'ai pris la route de Nice. En regardant Lyon disparaître dans mon rétroviseur, je n'ai ressenti aucun regret, aucune amertume. Juste de la gratitude pour les leçons apprises, aussi dures fussent-elles. Alors que l'autoroute se déroulait devant moi, le soleil se levant à l'horizon, j'ai mis la musique, pour la première fois depuis des mois, j'ai chanté. Je ne fuyais plus. J'étais simplement en route vers ma page blanche. Un an. Il a fallu un an pour que le bruit dans ma tête s'arrête. Un an pour ne plus sursauter à chaque coup de sonnette. Un an pour que l'apparition de leur nom sur mon téléphone ne provoque plus qu'un soupir d'indifférence. Aujourd'hui, le soleil de la Côte d'Azur inonde mon appartement à Nice, avec une vue imprenable sur la mer. Il n'y a pas de rideaux aux fenêtres, juste des voilages légers, parce que j'aime voir le bleu infini dès mon réveil. Mes meubles sont placés exactement où je le veux. Le mur à côté de mon bureau est couvert de photos. Moi au sommet d'une montagne dans le parc du Mercantour, moi trinquant avec des amis sur la plage, moi recevant une promotion au travail. Aucune photo de famille. Je les ai toutes supprimées. Il y a quelques mois, j'ai reçu un long email de ma mère. Un mélange confus d'accusations, de justifications et d'une vague tentative d'excuse qui ressemblait plus à un reproche. Je l'ai lu, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester pour que l'air frais puisse entrer. Sur mon balcon, mon potager urbain prospère avec du basilic et du romarin, des herbes que ma mère trouvait trop communes. Leur parfum embaume l'air salin. C'est mon choix. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Il y a un an, j'aurais passé cette journée seule. Aujourd'hui, mes amis sont là. Ils m'ont apporté une tarte au citron, ma préférée. Pendant des décennies, j'ai eu un gâteau au chocolat, le préféré de Chloé, car faire 2 desserts, c'est du gaspillage. Il n'y a plus de gaspillage dans ma vie. Nous trinquons à la famille que l'on choisit. J'ai appris que la dynamique de mon ancienne famille a changé. Sans moi comme bouc émissaire, les problèmes sous-jacents ont refait surface. Je n'en tire aucune joie, juste la triste confirmation que leur système était toxique depuis le début. Cette expérience m'a changé. Elle m'a endurcie, c'est vrai. Mais elle m'a aussi rendue plus compatissante. Au travail, je vois maintenant les jeunes collègues qui luttent pour faire entendre leur voix, et je m'assure de leur donner la parole. Ma blessure est devenue une sorte de super-pouvoir. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est la mienne. Chaque décision, chaque erreur, chaque succès m'appartient. Près de ma porte, un crochet ne tient qu'une seule clé. La mienne. Il n'y a pas de double cachet. Personne d'autre n'en a une copie. Cette histoire a été mon chemin vers la liberté. Ce fut un chemin douloureux, mais nécessaire. Il m'a appris que la loyauté envers soi-même doit parfois passer avant la loyauté familiale, surtout quand celle-ci est abusive. Le vrai sens de la famille, ce n'est pas le sang que l'on partage, c'est le respect et l'amour que l'on se donne. Et vous ?
Avez-vous déjà dû faire un choix impossible pour protéger votre paix intérieure? Avez-vous dû fixer des limites fermes avec ceux qui étaient censés vous protéger le plus? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son propre chemin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a touché et de vous abonner pour plus d'histoires sur la résilience et la reconquête de sa propre vie. Prenez soin de vous.